Le 10 juillet 1918, au large de la pointe sud de l'Irlande, l'équipage du sous-marin américain L2 a repéré ce qu'il pensait être une bouée flottant près de Fastnet Rock. C'est-à-dire jusqu'à ce que leur capitaine, Paul F. Foster, après une inspection plus approfondie, a réalisé qu'ils étaient tombés sur un sous-marin naval impérial allemand, spécifiquement le UB-65. Passant à l'action, l'équipage américain préparait une attaque de torpille quand soudain le sous-marin a été englouti par ce qui semblait être une explosion sous-marine qui a consumé la coque étroite et semblable à un requin du sous-marin ennemi. Il a vite disparu sous les flots, privant Foster et son équipage du crédit pour la destruction du submersible. Mais, sans qu'ils le sachent, ni aucun de ces hommes, leur témoignage de cet événement marquerait la fin d'un mystère qui a divisé les historiens militaires et les chercheurs en paranormal pendant des décennies. Car l'UB-65 avait la réputation d'être un sous-marin maudit et un dans lequel la mort ne semblait pas garantir l'évasion pour les pauvres âmes à bord. Sa mystérieuse disparition, apparemment observée par Foster et ses hommes, n'a fait que cimenter l'histoire de la malédiction de l'UB-65, dont l'équipage craignait, dit-on, beaucoup plus l'esprit d'un ancien officier décédé qu'il ne craignait les navires de guerre alliés qui les chassaient dans les profondeurs glaciales pendant la Première Guerre mondiale. Dans cet épisode, nous allons examiner le véritable service de guerre de l'UB-65 et enquêter sur cette légende pour déterminer s'il y a vraiment une part de vérité dans l'histoire du sous-marin supposément hanté, ou si c'était, comme certains le croient, le résultat d'un plan élaboré par les Alliés pour combattre la menace sous-marine. Bienvenue dans les guerres d'Aubière du monde. L'histoire de l'UB-65 commence en 1916, alors que les ingénieurs allemands cherchent à construire un nouveau type d'attaque côtière. À l'époque, le bateau d'attaque de type UB-2 était la principale classe dans ce rôle, mais en réalisant les qualités supérieures du sous-marin poseur de mines de type U-102, ils ont décidé d'adapter ce design à un nouveau sous-marin torpilleur pour les remplacer, désigné comme le type UB-3. La marine impériale allemande avait de grands projets pour la nouvelle classe, avec 201 exemples prévus, mais au final, seuls 96 seraient achevés lors d'une production de 2 ans. En surface, l'UB-3 déplaçait jusqu'à 555 tonnes, ce qui augmentait à 684 tonnes lorsqu'il était submergé et mesurait 55,3 mètres de long, avait un faisceau de 5,76 mètres et un tirant d'eau de 3,67 mètres. En surface, ils étaient alimentés par des moteurs diesel à 6 cylindres qui produisaient plus de 1045 chevaux, une vitesse maximale juste en dessous de 14 nœuds, passant à des moteurs électriques de 580 kW lorsqu'ils étaient submergés, ce qui pouvait les propulser jusqu'à 8 nœuds. Des chiffres impressionnants pour un sous-marin de cette période. La portée était de plus de 7000 milles nautiques en surface. En immersion sur des moteurs électriques, la portée était entre 50 et 55 milles, tout en naviguant à une vitesse économique de 4 nœuds. Du côté des affaires, l'armement principal se présentait sous la forme de 4 tubes lance-torpilles à l'avant et un tube à l'arrière, une charge typique comprenant 10 torpilles de 50 cm ou de 19,7 pouces. Ces derniers étaient soutenus par un canon de pont de 88 mm pour le combat en surface. La première série de type UB-3 a été commandée le 20e mai 1916, commençant par UB-48 et se terminant par UB-71. Inclus dans cette commande était bien sûr UB-65, qui a été construit au chantier naval de Fulkenwerker à Hambourg, le sous-marin étant achevé et lancé le 26 juin 1917 avant d'être mis en service dans la marine le 18 août de cette année-là. Le commandement a été confié au capitaine-lieutenant Martin Scheller, âgé de 29 ans, qui s'était déjà fait un nom en tant que commandant de sous-marins compétent, ayant déjà accumulé un impressionnant total de 33 navires alliés coulés ou endommagés, principalement grâce au déploiement de biais du mine, alors qu'il commandait le sous-marin de type UC-2, U-Boat 3. C'est à ce moment-là, selon la version populaire de l'histoire de UB-65, que le sous-marin a commencé à accumuler un nombre de victimes, même sans être encore allé en mer. Sa livraison à la marine s'est accompagnée de rapports d'au moins un ouvrier tué et d'un autre gravement blessé par une poutre tombante lors de sa construction au chantier naval de Vulcan Yard. Un accident ultérieur a encore plus alarmé les hommes chargés d'équiper le nouveau sous-marin. Alors qu'ils travaillaient dans la salle des machines du sous-marin, presque achevée, 3 ouvriers ont été submergés par les fumées s'accumulant dans le compartiment. Inquiets de ne pas les avoir vus depuis un moment, leurs collègues y sont partis à leur recherche et les ont trouvés morts, affalés au sol dans la salle des machines, asphyxiés.
Mais la mort ne se limiterait pas à emporter ceux ayant eu le malheur d'être affectés à la construction du UB-65. Le sous-marin effectuait des essais en mer lorsqu'il a rencontré un mauvais temps après son achèvement. Les U-boats étaient si connus pour leur mauvaise tenue en surface, même par beau temps. Lorsque le temps s'est détérioré, l'équipage s'est donc préparé à une traversée difficile. Soudainement, l'embarcation basse a été engloutie par une vague puissante qui semblait frapper de nulle part et sans avertissement. Alors que l'eau s'écoulait de la coque du U-boat et soulageait les membres d'équipage battus sur le pont, ils ont constaté qu'ils étaient un de moins, et l'homme malheureux emporté par-dessus bord ne serait plus jamais revu. Il est devenu le 5e homme à mourir associé à UB-65. Comme si ce n'était pas assez de morts pour entourer un seul navire, lors d'un essai de plongée, il semblait que le U-boat maudit allait envoyer tout son équipage à la tombe. Alors que l'équipage tentait de se stabiliser à 30 pieds, un réservoir de ballast avant a éclaté, envoyant les U-boats plonger de manière alarmante vers le fond de la mer. L'UB-65 est resté coincé au fond pendant 12 heures. L'équipage luttant pour le ramener à la surface alors que l'eau s'infiltrait dans les batteries, rendant leur situation de plus en plus désespérée et effrayante. Cela a entraîné la libération de fumées toxiques à l'intérieur, rendant les hommes gravement malades. C'est donc avec un énorme soulagement qu'après un effort herculéen, ils ont réussi à faire remonter le sous-marin à la surface, leur permettant d'ouvrir les écoutilles et de respirer de l'air frais et propre. Malheureusement, 2 membres de l'équipage sont décédés à l'hôpital plusieurs jours plus tard, ayant inhalé les fumées toxiques. Cependant, c'est une autre mort tragique qui, selon l'histoire, aurait eu un impact durable sur l'équipage. Alors que des torpilles étaient à charger pour la première patrouille de l'UB-65, une tête de guerre a explosé, tuant le second officier nommé Richter, ainsi que 8 autres marins, et blessant gravement 9 autres marins. Pendant le remorquage du sous-marin vers la cale sèche pour réparation, un marin paniqué a affirmé avoir aperçu le spectre de Richter, bras croisés, debout à la proue. L'UB-65 était maintenant un navire hanté, mais malgré le sentiment de malaise, peut-être même de malheur imminent parmi l'équipage de Scheller, ils avaient eu peu de temps pour y penser. L'Allemagne était désespérée et avait besoin de ses sous-marins pour le combat. Ni les fantômes ni les malédictions n'empêcheraient l'UB-65 de partir en guerre. En entrant en service avec la marine impériale allemande, l'UB-65, sous le commandement de Scheller, a rejoint la flottille UB-5 et a commencé les opérations autour des îles britanniques, espérant étrangler la Grande-Bretagne en lui refusant les matériaux de guerre vitaux de l'étranger et en empêchant l'envoi d'hommes et d'armes en France et en Belgique, où de grands nombres de troupes américaines étaient également impliquées. Octobre 1917 a apporté une nouvelle offensive dans le Saillant-d'Ypres, rappelée comme la deuxième bataille de Passchendaele, où 90% des ordres sont livrés. Une offensive des forces de l'Empire britannique à Gaza a également été menée contre les alliés ottomans de l'Allemagne. Dans ce contexte, Shell et UB-65 ont été envoyés en mer dans l'espoir de faire leur part pour influencer la situation sur Terre en faveur de l'Allemagne. De manière plutôt inquiétante compte tenu de la place du sous-marin dans le folklore paranormal, le 31 octobre 1917, la veille de la Toussaint, Scheller a aperçu le site de sa première victime alors qu'il patrouillait en mer du Nord, presque à mi-chemin entre la Norvège et les îles Shetland, au large de la côte nord de l'Écosse. Sa cible était le cargo danois Margaret, âgé de 20 ans, voyageant de Copenhague à Lerwick dans les îles sus-mentionnées. Scheller a lancé son attaque mais n'a pas réussi à couler le vapeur de 1277 tonnes, le navire endommagé parvenant à se traîner en sécurité. Le Marguerite fut plus tard réparé, remis en service, puis capturé par l'équipage de l'EUC-59. Plus tard, le 12e décembre 1917, Scheller et ses hommes ont rencontré le Belleville, un vieux voilier suédois de 40 ans en mer d'Irlande. Scheller a fait monter ses hommes à bord du navire, et après que l'équipage a été évacué, ils l'ont sabordé, faisant du malheureux navire le premier naufrage réussi de l'UB-65. Scheller aurait d'autres succès plus tard ce jour-là lorsqu'il a repéré le vapeur de 1866 tonnes Charleston, transportant une cargaison de charbon à destination de Berehaven au Canada. Scheller a attaqué et coulé le navire et a même pris 2 artilleurs navals qui étaient à bord en otage. Décembre 1917 s'est avéré être un bon mois pour Scheller car le 14e, il a coulé un autre navire en mer d'Irlande, le vapeur norvégien Knorr. Le jour suivant, il a de nouveau repéré une autre cible naviguant en mer d'Irlande, bien que celle-ci n'était pas un vapeur ordinaire, car il s'agissait en fait du Her Majesty's Ship Arbutus, un navire Q de classe Anchusa,
qui était conçu pour imiter les vapeurs civiles ordinaires dans l'espoir d'attirer des sous-marins U-boats insoupçonnés cherchant à inspecter la cargaison du navire, voire même à le capturer comme un prix de guerre. Une fois attiré, l'équipage du navire Q dévoilait son arme secrète contre le sous-marin U-boat. Les détails précis de l'engagement entre le UB-65 et l'Arbutus sont difficiles à obtenir, mais dans ce cas, c'est le UB-65 qui aurait l'avantage. L'Arbutus, bien que gravement endommagé, est resté à flot pendant que Scheller s'enfuyait. Cependant, le lendemain, pendant le remorquage, l'Arbutus a coulé, offrant une autre victoire aux sous-marins. Ce ne serait pas avant le printemps suivant que l'UB-65 reviendrait à la bataille, coulant le cargo norvégien Havner à 20 miles au sud-est de Tusker Rock, au large de la côte du comté de Wexford dans le sud de l'Irlande. Puis, il y a eu une série d'attaques qui n'ont réussi qu'à endommager la navigation alliée jusqu'au 8 mai 1918 lorsque Scheller a arrêté et sabordé le voilier norvégien Thoralf, encore une fois dans ses zones de chasse habituelles de la mer d'Irlande. Le 10 juillet 1918, l'UB-65 a été repéré par le sous-marin américain L2 où apparemment il a explosé. Des recherches d'après-guerre ont prouvé que c'était incorrect car le sous-marin était encore en opération quelques jours plus tard, le 14 lorsqu'il a coulé un petit voilier portugais, le Maria José, au large de l'île de l'Indie. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait le sous-marin pendant la Grande Guerre, mais dans les années qui allaient en suivre, il deviendrait sans doute l'un des sous-marins les plus connus de la période, car l'histoire des événements qui auraient eu lieu alors que le sous-marin était en mer circulait dans les livres, les magazines et dans les cercles militaires et paranormaux. Au premier coup d'œil, l'histoire de guerre de l'UB-65 semble plutôt typique et presque banale comparée à celle d'autres sous-marins plus réussis, mais si l'on croit les histoires, alors l'équipage à bord a vécu une expérience de guerre tout sauf typique. Avant de nous plonger plus en détail dans la légende du sous-marin hanté, nous devons d'abord prendre un moment pour nous rappeler que servir dans un sous-marin de n'importe quelle marine pendant la Grande Guerre était en soi un acte courageux. La technologie était encore assez nouvelle et les tactiques de la guerre sous-marine évoluaient toujours. Les sous-marins peu fiables menaçaient souvent autant leurs équipages que l'ennemi. Un certain niveau de résistance psychologique et de sang-froid était nécessaire pour se porter volontaire pour le service en sous-marin. Néanmoins, comme de nombreux marins d'antan, la superstition demeurait présente pour les équipages de sous-marins, apportant à la fois bons et mauvais présages. Et lorsque le UB-65 partit en guerre à la fin, l'équipage avait le sentiment écrasant qu'il vivait, ces derniers, de mauvais présages. Le nombre de morts leur avait déjà laissé un sentiment de pressentiment, mais le rapport de l'apparition du fantôme du second officier décédé leur confirma que leur épreuve n'était pas terminée et qu'ils auraient un membre d'équipage supplémentaire en mer avec eux. Lors de la première patrouille du sous-marin, les apparitions de l'officier décédé étaient en effet fréquentes. Keller a pu écarter bon nombre de ces cas en les attribuant à une combinaison de nerfs de guerre et de superstitions alimentant certaines imaginations débordantes. Il a même essayé de faire croire à l'équipage que les apparitions du fantôme de Richter faisaient leur partie d'une blague, mais il n'a pas réussi à mettre définitivement fin à la question. La situation s'est encore aggravée pour lui lorsqu'un rapport lui est parvenu selon lequel l'officier de service sur le pont a été retrouvé en pleurs incontrôlables après avoir prétendu avoir vu le défunt Richter monter la passerelle du sous-marin avant de s'arrêter devant lui, les bras croisés. Un autre homme, nommé Eberhard, était tellement convaincu que l'officier fantôme le suivait à travers le sous-marin qu'il a eu une crise de nerfs et n'a pu être calmé qu'après qu'on lui a administré de la morphine. Même Scheller a finalement vu le fantôme de son ancien second officier, l'apercevant sur la proue du sous-marin juste au moment où il allait ordonner la plongée du sous-marin. L'apparition ne suffisait pas. Des hommes continuèrent de mourir autour du sous-marin. Repéré par un navire de guerre allié, Scheller a ordonné au sous-marin UB-65 de plonger en catastrophe pour tenter de s'échapper, mais après avoir subi une attaque de charge de profondeur. Lors de l'attaque, un homme a été projeté par-dessus bord, se brisant 3 côtes et subissant de graves blessures internes que l'équipage ne pouvait guère soigner. Il est décédé peu de temps après, ses cris d'agonie remplissant l'intérieur du sous-marin. Même si ce genre d'incident peut arriver à tout équipage de sous-marins, l'atmosphère à bord était telle qu'elle a été à nouveau attribuée à la malédiction que le UB-65 semblait porter. Puis, après une patrouille infructueuse du détroit de Douvres, en février 1918, le UB-65 est arrivé à Bruges, en Belgique, pour se reposer et se réapprovisionner juste au moment où les avions britanniques commençaient un raid aérien.
L'un des officiers du sous-marin, l'Oberleutnant Karl Hörnig, aurait été décapité par des éclats d'obus alors qu'il descendait la passerelle. Son corps sans tête a été projeté en arrière sur le pont du sous-marin. Cette nuit-là, ses restes ont été recouverts d'un linceul de toile pendant que l'équipage attendait qu'il soit ramassé, quand un autre officier et 8 autres membres de l'équipage ont tous rapporté qu'ils ont vu le fantôme du second officier encore une fois, cette fois en veillant sur le corps. Cela a été la goutte d'eau de trop pour l'équipage, et rapidement l'amirauté allemande a été submergée de demandes de transfert vers d'autres sous-marins. La marine allemande a lancé une enquête et a trouvé un équipage débraillé et véritablement effrayé que quelque chose de paranormal menaçait leur vie à bord du UB-65. Par conséquent, dans un effort pour calmer les nerfs des hommes, un ministre luthérien naval allemand, le révérend Franz Weber, a été invité à effectuer un exorcisme à bord du UB-65, probablement le premier jamais réalisé à bord d'un sous-marin. Peu de temps après, le UB-65 était retourné en mer, où il a été repéré par le sous-marin américain 52 quelques jours avant l'incident concernant le Maria José, qui marquerait la dernière fois qu'il a été vu avant que le sous-marin et son équipage ne disparaissent dans l'histoire. L'histoire du UB-65 maudit et hanté a toutes les caractéristiques d'une histoire de fantôme classique, avec seulement son cadre unique pour la différencier des affaires de maison hantées typiques que l'on attend de ces contes de veillée. Les circonstances mystérieuses entourant la perte du navire n'ont fait qu'alimenter la croyance dans certains cercles que, tout en étant contenu dans leur coque métallique, l'équipage du UB-65 a passé ces derniers jours à lutter contre une force surnaturelle et semble avoir perdu la bataille. Cela fait une histoire intrigante et a même inspiré un film sous la forme du film de Dimension Pictures de 2002 Below, bien que le cadre ait été changé pour un sous-marin américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cela pose bien sûr la question combien de cette histoire est réellement vraie. Le premier élément de doute surgit lorsque vous découvrez que l'histoire a été portée à l'attention du monde non pas par un Allemand, mais par un journaliste et théoricien naval britannique du nom de Hector Charles Bywater. Né dans une famille en galloise de classe moyenne, Bywater a émigré aux États-Unis avec ses parents lorsqu'il était enfant, et s'est plus tard fait un nom en écrivant des articles pour les journaux sur les derniers développements navals. C'était encore l'âge des empires, et donc l'intérêt pour les affaires navales était élevé. Plus tard, il est retourné en Europe couvrir la guerre pour les journaux américains, mais a finalement été recruté par les Britanniques comme espion et analyste du renseignement. Il est cependant peut-être le plus célèbre pour sa prédiction étonnamment précise de la manière dont la guerre dans le Pacifique avec le Japon se déroulerait finalement entre les États-Unis et le Japon impérial. Bywater a d'abord attiré l'attention sur l'histoire d'un sous-marin hanté. Après la guerre, il affirme avoir découvert l'histoire pour la première fois dans un pamphlet allemand. Mais il a depuis été théorisé que l'origine de l'histoire, ou une variante de celle-ci, a été créée par lui plutôt dans le cadre d'une opération de guerre psychologique dirigée contre les équipages des sous-marins allemands, dont le but était de faire croire que leur navire pouvait contenir une entité spectrale pour les tourmenter et ainsi les distraire de leurs devoirs ou même les forcer à abandonner leur poste, peut-être même à se rendre, ne serait-ce que pour les sortir de leur navire maudit. Cela peut sembler plutôt élaboré, mais dans le contexte de la menace des sous-marins lors de la Grande Guerre, ce n'est pas plus extravagant que certaines autres idées qui ont été évoquées par les Alliés. Tel était le choc inattendu de l'efficacité des sous-marins et de la difficulté à les combattre avec la technologie de l'époque. Bien qu'il soit tout à fait possible que Bywater ait été inspiré par une véritable histoire du UB-65 ou peut-être d'un autre sous-marin qui avait acquis une réputation de malheur par son équipage, selon les chercheurs George Bay et Michael Goss, qui ont étudié le sujet intensivement, l'histoire elle-même est le résultat d'exagérations dues au récit au fil des années. Même beaucoup des noms associés à l'histoire, à l'exception de Scheller, qui était une vraie personne, semblent être apparus de nulle part dans les récits ultérieurs, ou ont au mieux été confondus avec de vraies personnes qui avaient peu ou même rien à voir avec le UB-65. Pour résumer, les chercheurs ont dit « Les documents officiels rendent extrêmement difficile de croire que le UB-65 était hanté ». La responsabilité de cette légende semblable à une rumeur dans tous ses détails dramatiques ne peut être retracée avec certitude avant Hector Cent. Bywater. Fin de citation. Mais si l'histoire a été créée par Bywater, pourquoi a-t-il spécifiquement choisi UB-65 ? A-t-il sélectionné au hasard un sous-marin U dans une liste ? Ou était-ce l'explosion mystérieuse observée par Foster et son équipage américain qui l'a inspiré ?
En effet, la disparition apparente de l'UB-65 a également inspiré une autre légende associée à celle-ci, qui a été largement éclipsée par les rapports de hantise. Cette légende raconte que l'UB-65 avait été sélectionné pour tester le nouveau torpille guidé d'un scientifique allemand fou, et que l'explosion était le résultat de Scheller tentant de l'utiliser pour attaquer le sous-marin de Foster, seulement pour qu'il tombe en panne et se retourne contre le U-boat. Cette croyance a persisté pendant un certain temps et n'a vraiment été mise au repos que lorsque l'épave de l'UB-65 a finalement été découverte par une équipe d'inspection de la Royal Navy, puis étudiée par la chaîne britannique pour une série télévisée appelée Wreck Detective. Le U-boat ne présentait aucun signe évident de dommage dû à une frappe d'arme, mais des écoutilles ont été trouvées ouvertes, indiquant qu'au moins une partie de ses 37 membres d'équipage avait tenté d'échapper à l'imminente disparition du sous-marin. Cela a mis fin à la théorie de l'arme guidée, mais a renforcé la croyance de certains que l'UB-65 était maudit. Le manque de documentation officielle, comme l'ont souligné Bay et Goss, est attribué à une dissimulation par les commandants de la marine allemande dans le but d'éviter l'embarras ou même d'empêcher d'autres équipages de U-boat de voir des fantômes à bord de leurs sous-marins. Quelle que soit la vérité réelle de l'histoire de l'UB-65, elle reste un mystère durable et divertissant à raconter autour des feux de camp ou même aux nouvelles recrues à bord des sous-marins modernes lors de patrouilles sous les profondeurs des océans du monde. Il trône au sommet du tableau des histoires de fantômes maritimes, aux côtés du Hollandais volant, du Marie Céleste et de l'Ourang Medan. Mais alors que nous aimons raconter l'histoire du fantôme de Richter debout sur la proue de l'UB-65, les bras croisés au grand étonnement de son ancien équipage, nous devons également nous rappeler que la seule vérité dont nous pouvons être certains est que 37 personnes sont effectivement mortes en accomplissant leur devoir pour leur pays en temps de guerre lorsque l'UB-65 a coulé pour la dernière fois. Leurs noms s'ajoutent aux millions de personnes qui ont péri dans le grand cataclysme de l'histoire, et c'est finalement là, dans l'effusion de sang de la guerre, que l'on peut trouver la véritable horreur.